Bonjour à tous, merci de votre présence pour ce séminaire sur la sécurité sur IBM Powery, séminaire que nous organisons avec notre partenaire Precisely. Un mot sur Precisely. Precisely est le leader mondial de la protection de la donnée, de la qualité, de la sécurité. Quand vous regardez sur Internet aujourd'hui, le message qui apparaît, c'est ayez confiance en vos données, révélez de nouvelles possibilités. Sécuriser les données sur IBM Powery, c'est le thème que nous allons développer sur ce séminaire. D'aucuns croient que l'IBM Powery est un système entièrement protégé. On va comprendre que cette protection qui ne concerne qu'un seul type d'attaque n'est pas suffisante pour protéger conforme et pour être conforme à la réglementation dans bon nombre de cas. Ce que je vous propose, c'est l'agenda suivant. Regardons tout d'abord avec IDC les enjeux de la sécurité. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Eddy Dibar, senior analyst, research analyst chez IDC. IDC est le leader français de l'étude, du conseil, de l'événementiel sur IT, mais pas uniquement. Il nous parlera des enjeux de la sécurité sur cette plateforme. Et enfin, j'aurai le plaisir de vous présenter la solution Precisely, l'ensemble des modules Assure Security, qui constitue une solution, une réponse tout à fait possible à votre problématique. Donc je passe la main à Eddy, qui va nous présenter les enjeux de la sécurité sur IBM Powery. Alors, Eddy, c'est à vous. Merci beaucoup, merci Benoît. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, comme vous nous l'indiquez, je vais vous poser le contexte dans lequel aujourd'hui vous tenez ce webinaire et vous montrer pourquoi le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, donc la sécurité sur IBM Powery, est important. Pour cela, donc, je vais m'appuyer sur différents résultats issus de recherche IDC que j'ai compilés et qui vous permettra de un peu mettre en perspective ces différentes approches aujourd'hui en matière de sécurité, mais également ce à quoi vous pouvez éventuellement faire face. Alors, pour poser le contexte général de la discussion aujourd'hui, je voudrais commencer par vous donner un peu le sentiment général des entreprises françaises en matière de cybersécurité. Voici le résultat d'une étude que nous avons réalisée chez IDC en France en 2020. Une étude au cours de laquelle nous leur avons demandé si elles trouvaient que le risque que leur entreprise soit exposée à des menaces informatiques a plutôt tendance à augmenter avec le temps. Donc, vous pouvez le constater sans grande surprise, à hauteur de 85%, elles répondent que oui. Donc, elles sont effectivement conscientes du fait que les menaces informatiques ont plutôt tendance à augmenter avec le temps. Et dans le même temps, les entreprises ont plutôt confiance dans leur capacité à réagir face aux menaces informatiques. Actuellement, pour la quasi-totalité des entreprises, elles estiment qu'aujourd'hui, elles sont en capacité de réagir en cas de cyberattaque. Alors, dans le même temps, face à ces deux constats, on peut voir qu'on assiste à une recrudescence des attaques, ce qui montre bien à quel point aujourd'hui, les entreprises, vous êtes optimistes face à votre capacité à faire face à ces menaces informatiques qui vont donc être susceptibles d'impacter votre système d'information. Mais attention à cet excès d'optimisme, puisque vous n'êtes pas aujourd'hui complètement à l'abri d'une attaque, d'une menace. On va le voir au cours de cette présentation que je vais faire très rapidement. Menaces qui peuvent à la fois être issues ou provenir de l'extérieur, mais également des menaces internes, qu'elles soient volontaires ou non, et qui vont peut-être mettre en péril la sécurité de votre système d'information, la sécurité de vos données, qui est le bien précieux de votre entreprise. Alors justement, aujourd'hui, voici un petit peu un panorama des différentes menaces auxquelles les entreprises sont sujettes. En bleu apparaît sur ce graphique les attaques qu'elles redoutent, et en violet, les attaques qu'elles ont effectivement subies. Donc, ce sont des résultats qui sont issus d'une étude européenne que nous avons réalisée fin 2019, donc auprès de 700 entreprises environ. Et ce qu'il ressort, c'est que pour 3/4 des entreprises, effectivement, aujourd'hui, redoutent les ransomware.
à juste titre, puisque c'est également pour 4 entreprises sur 10, c'est l'attaque qui fait le plus de victimes, suivie dans des proportions équivalentes du phishing. Encore une fois, et là je laisserai Benoît expliquer un peu plus en détail aujourd'hui comment, pour quelles raisons les ransomware et les malwares concernent toute une partie des fichiers donc on appelle IFS, mais du coup, pourquoi vous n'êtes pas également à l'abri? Il a donné quelques éléments également en introduction, peut-être que Benoît reviendra sur ce point un peu plus en détail. Surtout, ce qui est intéressant dans ce slide-là et dans la discussion qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la proportion d'entreprises qui redoutent et qui ont subi des menaces internes, qu'elles soient volontaires ou non. Là, je vous ai cerclé en orange justement cette proportion d'entreprises là qui sont victimes ou qui redoutent ce type de menaces volontaires ou pas. On voit que sur cette partie menaces internes volontaires, on est dans des proportions qui sont sensiblement équivalentes en matière d'attaques redoutées que les ransomware ou que les autres malwares. Donc, on voit bien également dans quelle mesure ou dans quelle proportion ce type de menace aujourd'hui est au centre des préoccupations des entreprises. Et d'autant plus qu'une entreprise sur 3 aujourd'hui, en tout cas en 2019, a été victime de ce type d'attaque. Et puis, on voit également qu'une entreprise sur 2 aujourd'hui redoute les menaces internes involontaires. Donc, on est également dans aujourd'hui une démarche où on peut faire face, même s'il n'y a pas un acte malveillant volontaire qui est fait au sein de l'entreprise ou au sein d'un écosystème. On est aujourd'hui dans une démarche où les entreprises se questionnent également sur les configurations, sur ce qui est mis en œuvre. Je reviendrai également sur ce point-là pour pallier à ces menaces qui aujourd'hui ne seraient pas d'un fait volontaire. Alors, pour faire rentrer rapidement dans un peu plus de détails entre ces menaces internes et ces menaces externes, à l'occasion de l'Observatoire sur la cybersécurité que nous avions réalisé en 2020, on se rend compte, avec le slide qui apparaît actuellement à l'écran, que cette menace interne, elle n'est pas nulle. Même si effectivement les entreprises les redoutent, on l'a vu dans le slide précédent, à hauteur de 70% pour tout ce qui est menaces internes volontaires et 52% pour tout ce qui est menaces internes involontaires. On voit qu'il y a dans cette dichotomie menaces internes, menaces externes, la menace interne qui souvent peut être négligée dans les moyens de protection cyber qui sont aujourd'hui déployés. C'est-à-dire qu'on va déployer des zones qui vont être contrôlées vis-à-vis de l'extérieur, mais qu'on va pouvoir laisser finalement à l'intérieur, au sein de l'entreprise, via l'utilisation de comptes d'accès à privilèges, des personnes qui vont pouvoir accéder à un certain nombre de données sensibles de l'entreprise et qui donc vont pouvoir potentiellement être utilisées par des hackers, si jamais c'est une attaque externe, utilisée pour pénétrer le système d'information, siphonner des données, voler des données sensibles et importantes. Les menaces internes involontaires aujourd'hui, une entreprise sur 5 estime que c'est ce qui faisait le plus de menaces à leur système d'information et à leur activité. On retrouve pas plus l'une que l'autre, donc menaces internes, menaces externes, qui est citée par une entreprise sur 3 approximativement. Et on retrouve également donc, les menaces internes citées par 46% des entreprises. On peut également citer le fait que les entreprises aujourd'hui de plus en plus fonctionnent en écosystème, que les entreprises donnent accès à leurs partenaires, à leur système d'information, à leurs données pour réaliser un certain nombre d'opérations, pour pouvoir développer des produits et services. Ça aussi, ça peut être problématique, puisque on peut donner accès à plus d'importance à un certain nombre de données, et également quid du cycle de vie de ces accès, une fois qu'un partenaire, une fois qu'une personne qui ne fait plus partie de l'entreprise, ne fait plus partie de l'entreprise qui était partenaire de ma société, il faut s'assurer que ces accès ne soient plus disponibles, ne soient plus accessibles, en tout cas, éventuellement à des personnes mal intentionnées. Ce que vous voyez apparaître sur la droite de l'écran, sur la droite de ce slide, c'est le fait on assiste aujourd'hui à une prise de conscience des entreprises du fait de ce risque de sécurité interne. 68% des entreprises françaises incluent la gestion du risque de sécurité interne dans le top 3
de leurs priorités. Donc là, on voit bien que c'est un élément qui continue à être pris en compte pour les entreprises qui l'avaient déjà pris en compte, la gestion de cette sécurité interne, en cas du risque de sécurité IT interne. Mais c'est également signe que certaines entreprises qui ne l'avaient pas encore pris en compte, aujourd'hui souhaitent, en le mettant en priorité dans leur sécurité, dans leur stratégie de sécurité IT, c'est signe qu'il y a une prise de conscience autour de ces enjeux-là. Alors justement, en matière de priorité de produits et solutions de sécurité IT, nous avons interrogé les entreprises, toujours dans le cadre de l'Observatoire de la sécurité que nous avons réalisé en 2020, sur leurs priorités en matière de solutions qui allaient leur permettre aujourd'hui de parer à ces problématiques de sécurisation. Alors, sans grande surprise, on retrouve en priorité numéro 1, priorité absolue, c'est le fait de vouloir se protéger contre les attaques ciblées. Ces attaques ciblées qui vont être internes ou externes, donc les attaques ciblées au sens large, on retrouve bien évidemment le ransomware, les malwares, le phishing, etc. Mais ça va être également des attaques ciblées qui vont être réalisées par éventuellement des personnes internes mal intentionnées à l'entreprise, mais également des attaques ciblées qui vont être permises via l'accès par des personnes externes, via éventuellement des accès à privilèges qui ont été mal configurés ou qui ont été compromis par des pirates externes. On retrouve également ensuite, dans des proportions sensiblement équivalentes, donc la sécurisation des terminaux mobiles, également pour 35% des entreprises que nous avons interrogées, la sécurisation du partage de fichiers qui vont contenir des données sensibles et qui aujourd'hui vont être éventuellement partagées dans des environnements qui ne vont être pas suffisamment sécurisés et donc qui vont pouvoir être piratés, dont les données vont pouvoir être récupérées. Mais également, donc, on en revient à la sécurisation des comptes et des services à privilèges, ou encore le fait de se prémunir contre la fuite ou la perte des données. Aujourd'hui, la donnée, c'est pour beaucoup d'industries, dans beaucoup d'environnements, la matière première qui va permettre à l'entreprise de subsister, de développer son activité, de développer de nouveaux produits et services. Perdre ces données-là, c'est le risque, et d'une, de perdre sur le fait la possibilité de pouvoir réaliser son activité, mais éventuellement le fait de pouvoir la développer si on parle de perte de fichiers clients, par exemple, perte de propriété intellectuelle, de données industrielles sensibles, etc. Alors, aujourd'hui, quel va être l'impact, quelque part, de ces menaces sur les entreprises? Là, si on remonte un peu plus au niveau européen, dans le cadre d'un survey que nous avions réalisé encore une fois en 2019, fin 2019, nous avons interrogé les entreprises à savoir quelle était leur plus grande crainte en cas de cyberattaque. Donc voici pour l'instant ce qui apparaît sur la gauche de votre écran, les résultats qui avaient été donnés pour les entreprises en 2019. On avait très clairement demandé aux entreprises de se positionner sur un élément parmi ceux que vous voyez affichés à votre écran. L'option ne donnait pas, on n'avait pas donné l'option aux entreprises de pouvoir citer plusieurs choix. Finalement, ce dont on se rend compte en 2019, c'est qu'entre les indisponibilités et les dommages matériels, la perte de clients, les pertes financières, la perte de données de propriété intellectuelle ou encore les dommages réputationnels, on est dans des proportions qui vont être sensiblement équivalentes, ce qui vous montre finalement l'importance et les enjeux qui tournent autour de ces problématiques de sécurité IT. Également, ce que l'on peut dire, c'est que ces différents éléments ne sont pas décorrélés. Une indisponibilité va entraîner une perte financière, une perte d'activité, donc une perte financière. Une indisponibilité peut également provoquer une perte de clients et donc une perte financière. Donc voilà, il y a tous ces différents éléments sont perméables. On avait très clairement demandé aux entreprises de se positionner de façon volontaire pour un peu appréhender ce qui remontait en priorité dans leur crainte. En faisant un exercice équivalent en 2020, voilà ce qui est intéressant de noter. C'est qu'on constate que les dommages réputationnels et la perte de confiance que peut impliquer une attaque, en tout cas la perte de données, monte très clairement d'un cran, puisqu'on a une hausse de 20 points de ce type de crainte chez les entreprises en un an,
ce qui montre bien les enjeux aujourd'hui, encore une fois, autour de cette problématique. Enjeux qui ont été aujourd'hui exacerbés, en tout cas mis en lumière par la médiatisation autour des enjeux de cybersécurité et de l'impact que cela peut avoir auprès des entreprises, l'impact en termes d'image de marque, puisque forcément ça soulève la problématique de, certes, je m'adresse à une entreprise qui aujourd'hui a un système d'information qui n'est peut-être pas forcément fiable, en tout cas dont la fiabilité et la sécurisation n'a pas été suffisamment prise en compte, mais également je suis potentiellement partenaire d'une entreprise qui aujourd'hui n'est pas forcément, n'a pas pris à bras le corps ces problématiques de sécurité, de sécurisation des données ou de son environnement IT de façon globale. Donc voilà, c'est important de noter sur ce slide-là, hein, c'est encore une fois, certes, les enjeux sont très clairement importants en matière de sécurisation du système d'information, mais c'est surtout aujourd'hui cette montée en puissance de la crainte en matière de réputation et de perte de confiance qui aujourd'hui préoccupe les entreprises. Je voulais également parler du rôle prépondérant de la conformité réglementaire dans la sécurité IT des entreprises. Pourquoi? Puisque aujourd'hui, on voit bien les réglementations, aussi bien en France, en Europe qu'à l'international en général, sont en train de se durcir dans différents environnements, dans différents secteurs d'activité, et que cela entre en compte aujourd'hui dans la sécurisation des systèmes d'information des entreprises. D'une part, puisque ça leur permet donc de respecter des normes qui vont leur permettre ensuite de pouvoir afficher leur niveau via des rapports d'activité, par exemple, un certain niveau de conformité, mais également, ça va être un moyen pour elles d'avoir un étalon pour pouvoir avancer en matière de sécurisation, en matière de recommandations. Nous avons interrogé les entreprises européennes sur le top 3 de leurs priorités en matière de sécurité IT d'un point de vue opérationnel. Sans grande surprise, là encore, ce qui ressort en priorité numéro 1, c'est la gestion des utilisateurs, de leurs identités et de l'accès qu'ils ont au système d'information. On en revient encore une fois à un élément qu'on a cité, je m'imagine dont on reparlera tout au long de ce webinaire, en particulier la gestion de ces accès à privilèges qui aujourd'hui sont particulièrement, peut-être particulièrement sensibles. On retrouve ensuite en seconde position le fait de vouloir assurer la confidentialité des données et la conformité réglementaire. Là, le fait que ça soit cité, que ça arrive surtout en seconde position des priorités des entreprises, montre bien que sont attentives à cette problématique, à ce sujet, et que beaucoup reste à faire, puisqu'on est malgré tout à 36% des répondants, et qu'il y a encore donc une certaine marge de progression. Surtout, ce qu'il ne faut pas oublier de préciser, c'est que tous les secteurs d'activité aujourd'hui sont concernés par ces problématiques. On parle beaucoup des secteurs de la santé, on parle beaucoup des secteurs de l'assurance. Aujourd'hui, ce sont des secteurs qui sont fortement réglementés et soumis à réglementation. Mais quand on interroge et quand on ventile ce résultat par secteur d'activité, je vous présente là sur la gauche du slide la proportion de répondants justement par secteur d'activité. On voit par exemple qu'une entreprise sur deux qui fournit des services aux entreprises aujourd'hui place donc la confidentialité des données et la conformité réglementaire dans le top 3 de leurs priorités en matière de sécurité IT d'un point de vue opérationnel. Alors, ce qu'on appelle services aux entreprises chez IDC, ça va être tous les services proposés par les ESN, par exemple, des services IT proposés par des acteurs comme Microsoft, Google, etc. Tous les services qui vont être rendus aux entreprises qui vont leur permettre de développer, d'un point de vue matériel logiciel, leur activité. On retrouve pour 4 entreprises sur 2 le commerce ou encore le secteur industriel, la santé qui arrive pas très loin, mais également le secteur de la banque et de la finance, les télécoms médias et le transport, qu'on a regroupé au sein d'un même secteur, le secteur de l'énergie et de l'utilities. Donc on retrouve pour une proportion au moins supérieure à 3 entreprises sur 10, le fait, encore une fois, que cette confidentialité des données et que le fait de devoir respecter un environnement réglementaire entre en ligne de compte et adresse tous les secteurs d'activité, confondus.
Alors, un dernier élément, si vous voulez bien, avant de redonner la parole à Oui, rapide. Benoît, et puis de vous abreuver de chiffres. Après, les entreprises peuvent s'exposer potentiellement. J'ai récupéré des données issues d'un rapport IBM Security Cost of Data Breach. Alors, premier élément, c'est que 19% des entreprises qui aujourd'hui ont été une entreprise saine, donc ont été dont les données ont été dérobées, ont été infiltrées à cause d'identifiants et de mots de passe qui auraient été volés ou compromis. Voilà, premier élément d'une entreprise simple. Ce qu'on peut dire également, ce qui est intéressant à noter, c'est que 3,86 millions d'euros, c'est le coût moyen d'une suite, d'une perte de données. Donc voilà ce qui vous en coûte. Alors ça inclut certes la perte d'activité directement induite par la perte ou le vol de données, mais c'est également les ressources qu'il a fallu nécessaires, qu'il a fallu pour identifier et contenir la faille, mais c'est également l'impact à moyen terme, moyen voire long terme, sur votre activité si jamais vous perdez la confiance de vos clients et de vos partenaires. Et puis enfin, 280 jours, c'est le temps moyen qu'il faut aujourd'hui à une entreprise pour identifier et contenir une faille de sécurité. Donc ça reste relativement long, compte tenu encore une fois des enjeux financiers et réputationnels qui sont derrière. Voilà, moi très rapidement pour le mot de la fin de cette présentation, et encore une fois, pour poser le contexte des discussions que vous allez avoir aujourd'hui. Merci beaucoup, Eddy. Merci de votre intervention. Moi, je me permettrai de relever trois points que vous avez cités. Vous avez parlé de la nécessité de contrôler. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? J'espère que c'est bon. Voilà. Vous avez parlé de la nécessité de sécuriser le partage du fichier, de gérer les comptes à privilèges et les contrôles et en réduire le nombre, hein. Et puis de s'assurer de limiter les fuites ou les pertes de données, de les annuler. Voilà. On va regarder pourquoi l'IBMI n'est pas forcément sécurisé par nature. Le mode objet le protège, c'est clair, contre un certain type de virus, d'attaque ou de troyane, mais il n'est pas pour autant une protection complète. Protéger les interfaces principales n'est pas suffisant. Et de nombreuses personnes malveillantes, vous l'avez compris, peuvent être soit internes, soit externes à l'entreprise, et simplement copier des données. La fuite de données, finalement, est un risque qui est largement négligé. Alors, qu'est-ce qu'on fait en général quand on est responsable d'un IBMI et qu'on ne fait pas bien? Eh bien, on n'a pas de politique de sécurité, on n'a pas de contrôle de sécurité, ou on pense que seulement la gestion des droits suffit à contrôler la sécurité de son système. Mais on verra, il y a beaucoup trop d'utilisateurs super puissants, ce qu'on appelle des comptes à privilèges, au lobby, classiquement. On contrôle pas ce qui se passe, ni au niveau des audits, ni au niveau des audits système, ni au niveau des audits des logs objets. Bref, voilà ce qu'on voit couramment sur les IBM. Deuxième faille classique, c'est les réseaux. Aujourd'hui, le nombre de serveurs, vous allez le voir tout à l'heure, est très important et permet d'accéder aux données par des voies nouvelles. L'IBMI a évolué depuis qu'il existe considérablement. Regardons le nombre de serveurs qui peuvent être démarrés sur un PowerI. D'abord, première règle, désactiver les serveurs inutiles, contrôler les autoserveurs et vérifier que ces serveurs, bien qu'ils soient activés, n'entraînent pas des fuites de données. Et on va le voir, il existe une solution, et cette solution, je vais vous la présenter. Et mon objectif, c'est que cette solution ne vienne pas remplacer une sécurité qui a déjà été mise en place chez vous, mais en fait renforce la sécurité des objets. On ne va pas contrôler uniquement en mettant des filtres à tous les niveaux. On va simplement créer un système nouveau qui permet d'identifier ce qu'on a le droit de faire et de limiter ce qui est interdit et d'interdire ce que vous considérez comme critique chez vous. La solution que je vous présente aujourd'hui, alors le temps qui me reste pour cette présentation, c'est une demi-heure. On va donc probablement survoler certains points, certains aspects. Vous aurez de toutes les manières cette présentation et puis je m'engage à répondre à toutes vos demandes que vous pourrez nous adresser par écrit pour avoir des compléments d'information sur cette solution.
Qu'est-ce que c'est que la solution Assure Security? D'abord, c'est la convergence de plusieurs technologies dont la principale est historiquement française. Une société, Silasoft, qui a été rachetée par Precisely, a été intégrée et a servi à construire la solution que vous allez voir, mais également des technologies issues de Townsend qui ont été utilisées pour le cryptage des données. Assure Security vous propose au fond une technologie qui vous permet à la fois de contrôler et de rendre visible et de démontrer le niveau de sécurité, c'est-à-dire de le rendre auditable. Alors on va voir qu'il y a 4 finalement modules principaux à cette solution. Et je voudrais, si je me donne comme objectif de vous présenter simplement la philosophie de ces modules et au moins leur logique pour assurer la sécurité des données. Encore une fois, vous l'avez compris, c'est se protéger contre des fuites, des pertes ou des actions indésirables sur les données, sur toute ou partie des données que vous jugerez critiques. Premier module, Compliance Monitoring, c'est celui qui va vous permettre de rendre visible et auditable et de récupérer les événements qui se passent et éventuellement de les envoyer vers un SIEM si vous avez mis en place cette technologie. Le module principal, qui est celui qui permettra de contrôler, c'est-à-dire d'autoriser ou d'interdire l'activité sur telle ou telle donnée, c'est Access Control. Enfin, un module concerne le cryptage des données ou des flux, Data Privacy. Et puis un dernier module très intéressant, qui est un module gratuit, qui vous permet d'évaluer rapidement le niveau de sécurité qui est le vôtre sur votre IBM PowerI aujourd'hui. Donc ça, c'est quelque chose qu'ACMI pourra faire rapidement chez vous, c'est d'exécuter ce module qui n'ira pas jusqu'à vérifier l'intégralité des données ou des vulnérabilités que vous avez sur votre système, mais qui vous présentera déjà un premier état des lieux. Alors, comment se compose l'ensemble de ces modules? Cette solution est à la fois modulaire et peut être mise en place en fonction de la problématique qui est la vôtre. Il n'est pas indispensable, il n'est pas utile. Chaque module peut être utilisé séparément. Donc un premier module dont je vous ai parlé, qui est le module Risk Assessment Security, qui est un outil utilisable gratuitement. Une première colonne qui concerne le contrôle des accès, c'est-à-dire autoriser ou refuser des actions particulières sur des données. Le deuxième qui s'appelle Compliance Monitoring, c'est-à-dire finalement le reporting et l'interface éventuellement avec un SIEM. Et enfin, le cryptage ou la tokenisation des données. Regardons principalement comment fonctionnent ces modules et quels sont leurs rôles. Donc on va commencer par la partie contrôle. Quel est le rôle de ce module? Ce module va vous permettre, au fond, de contrôler les accès à travers les réseaux, dont les technologies sont diverses et variées, FTP, ODBC, JDBC, etc., etc., les ports de communication, les bases de données, ou les accès via des commandes. Avec ce module, vous allez pouvoir autoriser ou interdire un certain nombre d'opérations à travers des règles. Alors l'intérêt de ce module, c'est qu'il est géré par une interface graphique, et pour ceux qui connaissent, c'est la même interface graphique que celle utilisée par Mimix, c'est-à-dire pour Mimix, c'est la solution de haute disponibilité de Precisely, qui vous permet de garantir la réplication temps réel entre un serveur de production et un serveur de secours. Même interface graphique, donc on va pouvoir à la fois protéger la donnée, mais également la sécuriser à travers un seul outil. L'intérêt de ce module, c'est qu'il est livré avec des configurations standards prêtes à l'emploi. Alors bien sûr, on peut les enrichir, les modifier. Les règles qui vous sont proposées sont à la fois puissantes, c'est-à-dire qu'elles sont soit simples, soit très fines. Elles vous permettent par exemple, de fixer des règles d'accès. Telle donnée ou tel fichier ou tel réseau sera ouvert aux heures ouvrées et sera interdit aux heures non ouvrées. Ou au contraire, tel profil utilisateur aura le droit d'accéder à tel type de données ou pas à tel autre en fonction du créneau horaire.
voilà les règles, le type de règles que vous allez pouvoir définir. Un mode de simulation vous permet de mettre en place ou non, de manière active, de simuler le contrôle actif que vous allez mettre avec ce module. Et puis enfin, dès lors que quelque chose se passe de manière anormale, des alertes ou des rapports pourra être produits qui vous permettront éventuellement d'ailleurs d'être alerté, de réagir. Enfin, l'enregistrement des données peut être intégré avec votre SIEM. Alors tous les SIEM sont supportés dans le principe, et dans la pratique, on regarde en détail comment mettre en place cette interface. L'intérêt de ce module, c'est qu'il vous permet de répondre aux exigences réglementaires de la plupart des normes de sécurité, SOX, RGPD ou autres. Il vous permet de produire les éléments de rapport nécessaires aux responsables de sécurité. La mise en place de ce système est simple et rapide, puisque vous avez des configurations standards qui vous sont proposées. Et enfin, elle détecte les anomalies assez rapidement. Un point qui est assez intéressant, parce que je le vis depuis des années, tous nos clients font appel à la sous-traitance ou sont amenés à laisser des droits à certains utilisateurs qui sont très largement supérieurs au nécessaire et qui peuvent vous exposer à des risques élevés. Je veux dire par là que moi, à CMI, nous sommes amenés à intervenir chez des clients, par exemple pour des installations Minix, et pour ce faire et pour des raisons liées à la conception de ces produits, à l'historique de ces produits, eh bien, on va très probablement utiliser des droits très supérieurs qui nous permettent d'accéder à la totalité des données. Alors, vous pouvez pas continuer à laisser des utilisateurs ponctuels ou externes ou internes d'ailleurs avoir ces droits sans les contrôler. Le but d'Elevated Authority Manager est un module qui vous permet de contrôler, d'élever temporairement des droits pour des utilisateurs qui ont besoin de faire une action particulière, et pendant ce temps-là, d'enregistrer la totalité des actions qu'ils seront amenés à faire. C'est très intéressant parce que ça vous permet de contrôler, de donner juste pendant le créneau souhaité le contrôle du système à la personne à qui vous avez demandé de faire un certain type d'action. Et surtout, ça vous permet de contrôler ce qui a été fait. Alors, vous regarderez le détail de ce module, mais il vous permet en fait de définir des contextes, des règles qui vous permettent de donner les droits suivant des règles précises, l'heure, la date, le nom du travail, l'adresse IP, etc. Les méthodes de gestion des droits, c'est soit la méthode du swap, soit la méthode d'adopt. Il gère également les processus de connexion via ODBC, JDBC, etc. Et ce qui est très intéressant, encore une fois, c'est que pendant l'élévation de droits temporaires donnés à la personne qui sera amenée à faire ce travail à risque, eh bien, vous avez une trace complète de ce qui a été produit. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'utilisation de ce module respecte une règle assez importante en matière de sécurité qui s'appelle la séparation des tâches. Autrement dit, la personne qui agit n'est pas celui qui s'accorde les droits. Ça, c'est une règle essentielle en matière de sécurité. Voilà, donc je pense que pour toute société tout utilisateur d'IBMI qui fait appel à des gens et qui donne des droits sans contrôle, aujourd'hui devrait regarder de près l'utilisation de ce module, Elevated Authority Manager. Encore une fois, un module qui peut être utilisé séparément de tout autre module ici présent. Multifacteur authentification, je vais vous le présenter très rapidement. C'est quelque chose que vous connaissez bien, puisque aujourd'hui, on peut pas se connecter sur une banque, auprès de sa banque ou auprès d'ailleurs de certains sites. D'ailleurs, Google l'utilise maintenant, Twitch ou etc. Il vous demande d'enregistrer un code qui vous envoie séparément par SMS. Voilà, par exemple. C'est un exemple.
Le principe de l'authentification multifacteur, c'est demander à quelque chose, à un utilisateur, quelque chose que l'utilisateur sait, par exemple son login, quelque chose que l'utilisateur a, par exemple son téléphone, et quelque chose qu'il est, c'est-à-dire il est capable de contrôler. Là, je vais faire une petite action. Je crois qu'il y a une personne qui a laissé son micro ouvert et on a beaucoup de bruit, je ne sais pas, voilà, si vous avez la possibilité. Merci. Ça a disparu. Multifacteur authentification, c'est typiquement le module intéressant pour vous permettre de contrôler et d'améliorer l'authentification, les critères d'authentification. Bon, il respecte les normes RSA. Il s'appuie sur le principe des 4 yeux. Alors ça, c'est une traduction d'un terme anglais plus connu, le 4 Eye Technology Principle, qui permet pour certains types d'actions de demander à 2 personnes de certifier simultanément, de certifier les besoins d'authentification, les besoins de connexion pour cette action particulière. Voilà. L'intérêt aussi de ce module, c'est qu'il a été prévu pour être mis en place facilement, en particulier pour gérer l'identification. Il prend en charge plusieurs authentificateurs. Il n'est pas nécessaire d'investir sur un système Radius, par exemple. Vous avez des moteurs, un authentificateur qui vous est fourni et qui permet de démarrer rapidement. Ensuite, vous mettrez le niveau de sécurité que vous attendez pour obtenir le niveau de sécurité souhaité. Module suivant, les modules suivants concernent le cryptage des données, le chiffrement, avec 3 principes. Le chiffrement des données qui est un principe réversible, hein, vous pouvez transformer des bases de données pour les chiffrer et pouvoir les relire. Vous pouvez décider de les tokeniser, ce qui veut dire en l'occurrence que vous allez supprimer et rendre irréversible le cryptage des données, la transformation des données, pas forcément leur cryptage d'ailleurs. Vous supprimez les données sensibles, par exemple, c'est une obligation lorsqu'on fait des serveurs de test. Normalement, on ne doit pas travailler sur les données réelles, vous devez les transformer et les modifier dès lors qu'elles sont considérées comme sensibles ou données à caractère personnel. Enfin, le transfert de fichiers sécurisés qui vous permet de sécuriser totalement les flux des réseaux internes ou externes. Donc l'ensemble de ce module vous permet de faire plusieurs choses. Il est certifié NIST, donc c'est un module très complet qui vous permet, qui est disponible à partir de l'IBM V7, IBM i V7R1. Donc vous voyez qu'on est accessible à tous les niveaux aujourd'hui utilisés sur l'IBM i. Les algorithmes de chiffrement sont de type AES. Le masquage intégré des données déchiffrées, l'audit d'accès aux données intégrées. Bref, ce module d'encryption vous permet de crypter tout ce que vous avez besoin de chiffrer. L'intérêt, c'est qu'il vous permet aussi de gérer la gestion des clés de chiffrement. Vous savez que pour avoir un bon système de sécurité, la clé doit être externalisée, doit être gérée sur un gestionnaire de clés externe au système. Donc en l'occurrence, on vous fournit un magasin de clés. Il peut être installé sur différents systèmes, une appliance VMware ou d'autres systèmes cloud Azure et autres systèmes compatibles Oasis, KMIP. Ce même module permet soit de chiffrer donc de manière réversible, soit de tokeniser. J'espère que j'utilise le bon terme, c'est-à-dire de chiffrer définitivement la donnée pour des fins, par exemple, de test. Dernier module concernant la sécurité des données, c'est le module de sécurisation des file transferts. Il s'agit là de sécuriser les données de tous les échanges sur l'IBMI, donc cryptés pour le transfert et décryptés à la destination. On utilise pour ça les mécanismes de
cryptage pour tout type de données, DB2, fichier plat, IFS, SafePy, fichier spool. Il prend en compte les protocoles de transfert de courant et les protocoles sécurisés comme les Secure Shell ou les Secure FTP. L'intérêt de ce produit, c'est qu'il vous permet de gérer de manière centralisée correctement l'ensemble des stratégies de cryptage. Il gère les pare-feux. Il est capable de vous fournir des notifications, des alertes pour tous les événements anormaux, éventuellement. Et il prend en compte toutes les interfaces nécessaires, en particulier avec l'intégration de commandes pour vos applications RPG, COBOL ou CL. Enfin, il supporte les fichiers zip et PDF cryptés. L'intérêt de ce module, encore une fois, c'est de protéger tout ce qu'il faut protéger sur votre système et de respecter la conformité réglementaire qui est celle qui dépend de votre activité. Le dernier module que j'ai présenté comme le premier tout à l'heure, qui est ce qu'on appelait auparavant, qui vient qui historiquement qui s'appelait QJRN lorsqu'il était conçu par la société Silasoft. Ce module de compliance monitoring vous permet au fond d'auditer, de surveiller et de contrôler, et on verra aussi de limiter des accès, et enfin de s'interfacer avec un SIEM. Alors, il est basé sur l'exploitation des journaux. Alors, si vous avez déjà l'utilisation d'un produit de haute disponibilité sur IBMI, les journaux des fichiers CISIC sont activés. Mais là, on va utiliser non seulement les journaux des fichiers, mais également les journaux système, QHST, QAUDGRN, qui vous permet de contrôler tout ce qui va se passer sur votre système. Alors, l'exploitation de journaux, vous savez, est très longue et très fastidieuse, et ce module a pour but de le faire à votre place, en définissant des règles. L'intérêt aussi, c'est qu'il vous fournit un puissant moteur d'interrogation qui vous permet de filtrer et d'aller identifier tel ou tel événement, de rechercher tel ou tel événement si vous avez besoin de faire une enquête. Mais sinon, il vous fournit des modèles prêts à l'emploi pour les ERP les plus courants et en particulier des modèles pour respecter les conformités RGPD. Aucune modification de votre application n'est requise. On travaille au niveau du système, des données et des journaux. L'intérêt de ce produit, c'est qu'il va vous produire des alertes et des rapports faciles à exploiter. Des alertes pour les événements de sécurité dès lors qu'un événement anormal est apparu sur tel ou tel système. Alors, par exemple, on peut, dans une politique de sécurité, commencer par utiliser ce module pour surveiller ce qui se passe, puis progressivement mettre en place le module de contrôle, System Access Manager, pour limiter ou interdire le droit à tel accès. C'est en général la politique de mise en œuvre c'est en général la méthode qu'on utilise pour mettre en œuvre un système de sécurité complet basé sur Azure Security. On commence par regarder avec monitoring et reporting, et enfin, on vient contrôler avec System Access Manager. Voilà, je vous laisserai. Sachez que tout ce module est également permet d'envoyer des données de sécurité au contrôle SIEM, comme QRadar, ArcSight, LogRhythm, LogPoint, etc., etc. L'intérêt de ce module, c'est qu'il va vous faciliter la vie dans la mesure où il va rapidement identifier les incidents de sécurité et les écarts de conformité, vous permettre de contrôler votre conformité par rapport aux exigences réglementaires et voir si vous avez la capacité de contrôler ou de définir finalement des règles plus précises de sécurité. Voilà, donc un module essentiel en fait est probablement le premier à installer avant, même si c'est le dernier que je vous présente quasiment, avant de démarrer un système de sécurité complet. Un autre petit module complémentaire qui, lui, concerne uniquement les données, vous donne un contrôle total sur l'accès des données sensibles. Là, ici, avec ce module, on va contrôler la lecture des fichiers DB2, ce qui vous permet d'interdire bien que l'accès soit contrôlé par les droits, là, on va pouvoir surveiller très pratiquement certaines données
mais on va même pouvoir créer des blocages pour certains utilisateurs qui, bien qu'ils aient accès au fichier, n'auront pas accès à certains types d'informations du fichier. Alors, on prend l'exemple, par exemple, du fichier des salaires, hein, qui doit être pouvoir manipuler, sauvegarder, etc., mais pour autant ne peut pas être lu. Assure DB2 Monitor vous permet d'avoir une sécurité discrète au niveau du fichier sur ce type de données. Alors, le salaire, les données médicales, les renseignements bancaires, toute activité sur ces fichiers seront tracées avec, par exemple, l'adresse IP, l'utilisateur, les piles d'appel ou plus encore, ce qui vous permettra d'avoir, encore une fois, un audit complet, un reporting complet de ce qui se passe sur les données critiques. Sur votre système, vous avez assez facilement identifié où sont les données critiques. Les clients, les fournisseurs, les personnes, les ressources, les données bancaires, les données médicales. Il est assez facile de cerner ce qu'il doit protéger. DB2 Monitor, DB2 Data Monitor va s'intéresser directement à ces fichiers. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'il existe un outil d'évaluation utilisable gratuitement qui s'appelle Risk Assessment. Alors, ce module est très intéressant parce que il vous permet d'évaluer rapidement. Alors, c'est pas le module de sécurité qui va vous contrôler la donnée sensible, qui va regarder si cette donnée est lue ou pas, mais il va pouvoir regarder déjà le niveau de sécurité au niveau du système, les paramètres de sécurité, les mots de passe, les utilisateurs activés, etc. Et c'est ce type de contrôle qui est fait et qui vous permet d'avoir une évaluation rapide du niveau de sécurité de votre système. L'avantage, c'est que vous êtes capable, par exemple, de le faire tourner avant de commencer à mettre en place une véritable politique de sécurité sur votre système. Et puis, vous pourrez le faire tourner après pour regarder si les choses que vous avez modifiées ont un impact sur le résultat de ce Security Risk Assessment. J'ai terminé pour la présentation des modules. Je voudrais simplement passer quelques secondes avec vous pour résumer les avantages de cette solution Assure Security, qui est une solution, encore une fois, modulaire. Nul besoin d'acquérir tous les modules, mais vous pouvez, en fonction de vos besoins, commencer par surveiller avec monitoring et reporting et ensuite contrôler si vous le souhaitez, mettre en place une authentification multifacteur, crypter vos données ou crypter les flux. Bref, vous pouvez avoir un contrôle d'accès complet de votre système. Je voudrais simplement vous dire quelque chose qui est important pour ce module d'Assure Security. C'est la meilleure technologie aujourd'hui sur IBMI parce que c'est celle qui vous permet de manière modulaire, efficace, rapide, sans dépenser énormément ni de temps ni d'argent, mettre en place une véritable politique de sécurité sur votre système. La deuxième chose qui est importante, c'est que ce système, bien qu'il utilise des exit points, hein, les contrôles au niveau des commandes, ne va pas polluer, ne va pas mettre à genoux votre système, la production, vos performances. C'est un système qui est peu invasif, très modulaire et qui vous permet de mettre en place une véritable sécurité sans polluer complètement les performances de votre système. Sans polluer du tout, pardon, les performances de votre système. Voilà. Je termine en disant que, bien évidemment, il est intégré avec les solutions Precisely, en particulier pour les utilisateurs de Unix, puisqu'ils utilisent le même écran de contrôle. Ce que je vous propose maintenant, c'est de terminer avec cette petite page qui résume l'avantage de cette solution. Vous avez besoin, soit pour des exigences de conformité, de mettre en place un système respectant une conformité réglementaire. Vous avez besoin de mettre en place un système pour effectuer les tâches courantes de gestion de la sécurité et ne plus vous reposer sur une seule personne pour cela. Vous voulez surveiller complètement l'activité de votre système et l'interfacer avec un SIEM. Vous voulez détecter des incidents de sécurité et regarder et mettre en place un système pour contrôler les écarts de conformité. Vous êtes au bon endroit avec la bonne solution. C'est ce module et c'est ces modules, c'est cette solution qui vous permettra d'atteindre vos objectifs.
que si cette solution vous intéresse, ben, je vous demande simplement de me le faire savoir, de nous le faire savoir. Et en ce cas, on prendra contact avec vous pour regarder soit une présentation technique plus détaillée, soit la mise en place rapide de cette solution chez vous. Alors, je vous l'ai dit, pour toutes les questions, je vais vous proposer d'activer votre micro ou d'envoyer un petit message par chat. Je vois qu'il y a déjà un chat qui a été envoyé. Quelles sont les conditions d'accès à celui d'entre vous, d'entre vos divers outils qui permet un premier niveau de diagnostic et gratuit? Je crois Assure Security Assessment. Eh bien, c'est très simple. Vous vous adressez à CMI et nous vous expliquerons comment installer ou comment, soit on vous installe le produit et on vous accompagne pour le faire, soit on vous permettra de le mettre en œuvre. Donc, premier rôle, vous nous envoyez un petit message et je m'engage à vous y répondre,